Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Carrefour. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de cette extraordinaire machine qui est le cœur. Nous allons aussi parler des cardiopathies. Les cardiopathies désignent l'ensemble des maladies cardiovasculaires. Elles sont congénitales ou acquises. Le cœur est une pompe qui reçoit du sang d'un côté et l'éjecte de l'autre. C'est un organe musculaire creux en forme de poire. Situé entre les poumons, au milieu du thorax, il est le moteur du système cardiovasculaire dont le rôle est d'assurer la circulation du sang dans tout l'organisme. Pour répondre aux besoins énergétiques du corps, cette pompe qui ne doit jamais s'arrêter, ni marquer une pause, même pas une seule fois, doit battre plus de 100 000 fois et pomper environ 8 000 litres de sang chaque jour. Si l'on considère donc l'activité cardiaque sur la durée de toute une vie, on obtient des chiffres impressionnants. À ce jour, aucune pompe fabriquée par l'homme n'a été en mesure d'accomplir des performances similaires à celles du cœur. Mais hélas, notre cœur est aussi vulnérable. Il peut parfois être victime de diverses anomalies. Parmi celles-ci, il y a la maladie du gros cœur. C'est notre dossier du jour. Mieux placé que moi dans le domaine, pour en parler, le professeur Christophe Bouramoué. Le professeur Christophe Bouramoué, agrégé de cardiologie des CHU de France, ancien ministre, ancien recteur de l'université Marien-Ngouabi. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Mbéni. Bonne année. Merci bien, à vous également. Okay. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor sur le gros cœur? Ben oui, bien sûr. Je vais d'abord définir ce que c'est qu'un cœur normal. Alors la notion est essentiellement radiologique. C'est à la radio qu'on constate qu'on a un gros cœur. Vous voyez les images qui sont ici, comment on calcule le diamètre, le rapport dit cardio-thoracique. Globalement, on dit le diamètre transversal du cœur sur le diamètre transversal maximum du thorax. Vous voyez? Et ici, on a mis en deux temps, mais diamètre transversal du cœur sur diamètre transversal du thorax à l'endroit le plus grand. Ce rapport doit être inférieur à 0,50, au maximum à 0,50. Et c'est surtout à partir de 0,55 ou 55% que franchement le cœur peut mériter le titre de gros cœur, c'est-à-dire de cardiomégalie. Mais il y a des cardiomégalies où le rapport cardio-thoracique atteint 0,60, 0,70, 0,80. Et là, c'est dans le domaine des gros cœurs. C'est une notion essentiellement radiologique. Voilà ce que je peux vous dire pour la définition. Là, c'est un peu technique, mais en français facile, pour nous les profanes. Mais simplement, comment vous pouvez décrire ça? Ça, c'est un peu technique. Maintenant, pour une maman par exemple, qui ne connaît pas les notions A, B, C ou tout ça, là, comment vous pouvez lui expliquer? Le terme le plus simple est de dire que votre cœur est plus gros que la valeur normale. En grosseur, dépasse la valeur normale, la moyenne de tous les autres. Il est au-dessus, largement au-dessus de la normale, et c'est pour ça que nous le qualifions de gros cœur. Je crois que le plus simple, c'est de lui dire ça. Et le cœur normal mesure combien de centimètres à peu près? En centimètres, c'est difficile de dire comme ça. C'est plutôt en poids. 250-300 grammes au maximum. Et les gros cœurs, il y en a qui font 400, 600, 700 grammes. Oh oui, c'est gros. Mais à la radio, comme nous allons, si vous permettez, on peut passer au cliché suivant. Oui. Voilà un gros cœur, mais là également la cause est différente. Ici, il y a un infarctus du myocarde qui a soufflé le ventricule gauche, qui est devenu, donc qui s'est ballonisé, et avec un risque de rupture du ventricule gauche. Voilà un gros cœur dans une insuffisance tricuspidienne, vous voyez, et le cœur a une forme de calebasse, et tout ça. Donc, il y a plusieurs variétés de cœur. Vous voyez, typiquement, quand vous montrez ceci et que vous montrez un cliché normal, la personne intéressée se rendra bien compte que le sien est trop gros, c'est-à-dire celui-ci est trop gros. C'est la norme. Ici, c'est un gros cœur. Ça dépend des causes. Ça dépend des causes. Je ne vais pas vous insister sur les causes. Et si vous avez une péricardite, vous voyez le ligne que vous avez, le liseré là, indique la limite du péricarde. Et là, c'est du liquide. Le cœur étant dans un sac qui s'appelle le péricarde, lorsqu'il y a une inflammation du péricarde,
Et il y a une exudation, c'est-à-dire du liquide qui s'accumule, et apparemment, c'est toujours le cœur, et il apparaît gros comme ça. Et ici, c'est un cœur de péricardite, dite liquidienne, c'est-à-dire avec beaucoup de liquide entre le cœur et le péricarde, mais tout ça, ça fait partie du cœur, et le cœur paraît très gros. Okay. Quels sont les facteurs déclencheurs du gros cœur? Les causes? Alors, les causes sont multiples. Mais ce que je voulais vous dire auparavant, c'est que quand on dit à quelqu'un, je parle au public, si on vous dit, vous avez un gros cœur, il faut d'abord vous poser la question de savoir si le cœur est réellement gros ou pas. Ça dépend de la personne qui vous a déclaré votre cœur gros. Un cœur peut n'être pas vraiment gros, ça dépend en inspiration. Il est beaucoup plus petit, en expiration, il est un peu plus grand. Mais maintenant, quand il est franchement gros, il y a de gros cœurs qui sont normaux. Par exemple, le cœur du sportif. Oui. Il travaille beaucoup et il est gros. Effectivement, quand vous le voyez, mais que le sujet est normal, c'est-à-dire asymptomatique, qui ne dit pas je suis essoufflé, quoi. Vous dites, vous avez un gros cœur, mais est-ce que vous faites du sport? Puisque vous le trouvez en bonne forme. Et il vous dit, par exemple, je fais du tennis, je fais du football, je suis athlète. Et dans ce que vous dites, c'est un cœur de sportif. Mais il est toujours prudent de bien vérifier que c'est un cœur de sportif qui est dans les limites de la normalité. Vous voyez? Donc, quand vous pratiquez le sport intensément ou modérément, il y a une modification au niveau du... Oui, c'est comme quand vous faites des haltères, vous soulevez des poids, tout ça, mais les biceps, les gros muscles, les muscles, ou quand vous faites de la musculature, les muscles. Oui, parce que le cœur, c'est un muscle. Le cœur est un muscle. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est un pompe, muscle, absolument. N'est-ce pas? Et quels sont les symptômes du gros cœur? Bon, vous voulez dire du gros cœur pathologique? Oui, pathologique, anormal. oui. Le gros cœur anormal, oui. D'abord, il y a des gros cœurs qui sont silencieux. Et ces gros cœurs silencieux doivent être découverts. S'ils sont découverts, ils doivent être documentés par le cardiologue qui doit dire quelle est la cause exacte. Bon, maintenant, il faut surtout insister sur les gros cœurs familiaux. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a ce qu'on appelle des cardiomyopathies, c'est-à-dire la maladie même du muscle. Dans les gènes qui codent pour les protéines, en particulier les protéines du cœur, eh bien, il peut y avoir une anomalie qui fait que le muscle est anormalement gros. Et ce muscle, tôt ou tard, finit par créer des problèmes, des troubles de rythme, un évanouissement, une syncope, une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est la cause de toutes les cardiomégalies. Oui, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement. Toutes les maladies du cœur, à une exception près peut-être, aboutissent à un gros cœur. Sauf par exemple la péricardite liquidienne, le cœur est gros, mais à l'intérieur le ventricule bat normalement. Donc il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, simplement. Mais sinon, la plupart des maladies donnent un gros cœur, et ce gros cœur est insuffisant. Donc, si le cœur est insuffisant, il y a l'essoufflement, il y a les étouffements la nuit, il peut y avoir des douleurs, la toux, surtout la toux la nuit, la toux à l'effort. Et il y a donc des symptômes de gros cœur. Mais, je vous dis encore une fois, il y a des gros cœurs qui sont silencieux, et la découverte d'un gros cœur chez un sujet jeune, qui n'est pas forcément très athlète, doit vous emmener à documenter cet aspect, c'est-à-dire à voir s'il n'appartient pas à une famille qui ont des gros cœurs. Parce qu'actuellement, les myocardiopathies, surtout hypertrophiques, sont bien suivies et se traitent correctement. Quand je fais des efforts, c'est-à-dire en montant les escaliers, en marchant, surtout si je prends la côte, j'ai donc l'essoufflement terrible. Je suis obligé de m'asseoir sur les capots des voitures dans la rue. J'ai même perdu un peu de connaissance un jour dans un bus. Essoufflé, beaucoup plus essoufflé. Je ne pouvais plus prendre des escaliers comme je les prenais avant.
J'étais obligé de m'arrêter entre 2 à 3 fois pour monter les 2 étages. Oui, j'étais très fatigué. Quand je marchais, je fatiguais très vite. J'avais plus de goût à rien, je me faisais plus à manger. C'était vraiment un abattement total. Moi, là, la respiration devient pénible. Voilà, c'est là qu'on sent qu'on a cette insuffisance cardiaque, donc il faut recourir tout de suite à l'hôpital. Quelles sont les conséquences pour l'homme? Les conséquences du gros cœur pour l'homme, c'est quoi la conséquence? Mais s'il y a des symptômes, c'est-à-dire des signes, Oui. s'il est essoufflé, Oui. eh bien, c'est une conséquence. Eh bien, si c'est plus loin, il est en insuffisance cardiaque, il ne peut pas se déplacer comme il veut, il est en plusieurs classes, dont la classe 4, c'est-à-dire que dès le moindre effort, il s'essouffle, il a des poumons qui s'encombrent, il crache souvent, il envoie ce qu'on appelle de la mousse, et quand il se couche à plat, il étouffe, et bien donc il y a des conséquences. Mais ça peut être aussi des troubles de rythme, ce que nous appelons des arythmies. C'est-à-dire il sent des palpitations. Par moment, il y a des... Il sent des palpitations, il sent qu'il n'est pas bien. Et il va... Enfin, toutes les causes qui font qu'il est obligé à un moment donné d'aller voir un médecin et au mieux un cardiologue. Et quand on a des transpirations, on a du mal à respirer. Parce que des gens, il y a de la nuit qui transpirent beaucoup, ils ont du mal à respirer, ils s'étouffent. Oui, on peut avoir des transpirations. Ce sont déjà des formes assez graves qui peuvent correspondre parfois à des édèmes du poumon. C'est-à-dire que le cœur ne pouvant pas faire correctement son travail, le sang stagne au niveau des poumons et vous avez un édème et vous avez tendance à étouffer. C'est dramatique d'ailleurs. Okay. Donc on peut retenir de ça que, mis à part les gros cœurs qui ne sont pas pathologiques, toutes les maladies du cœur aboutissent à un gros cœur. Donc celui qui dit, on m'a dit qu'on a un gros cœur, c'est souvent parce qu'il est allé, parce qu'il tousse, ou parce qu'il s'étouffe, ou parce qu'il a des palpitations, et on dit oui, vous avez déjà un gros cœur, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une maladie, et nous allons voir laquelle, à peu près, des choses comme ça. Peut-on en guérir ou alors est-ce qu'il y a un traitement Avec les progrès actuels de la médecine, je dois vous dire, M. Bébéni, qu'il n'est pas raisonnable que le malade arrive, ou le patient, au stade de gros cœur ou de cardiomégalie. Il est raisonnable de détecter assez tôt les causes qui peuvent emmener au gros cœur et à l'insuffisance cardiaque, de les détecter assez tôt et de corriger ces anomalies. Oui, mais généralement, les gens ne se font examiner que quand ils ressentent les symptômes. Hein. Mais donc, il faut inciter les gens à se faire examiner régulièrement. Je prends 2 cas. Oui. L'un des cas, c'est les petits enfants. Mais il faut savoir que les angines, les amygdalites et les angines conduisent, à plus forte raison, le rhumatisme articulaire aigu, conduisent à des valvulopathies, dans beaucoup de cas, des valvulopathies, c'est-à-dire des atteintes des valves, des portes du cœur qui ouvrent et ferment les différentes chambres du cœur, conduisent à des valvulopathies. Donc il faut détecter chez un enfant, et c'est ça l'importance de la médecine scolaire, c'est de détecter assez tôt les souffles cardiaques et éventuellement de dire que ce souffle cardiaque est lié au fait que l'enfant avait un rhumatisme cardiaque. Deuxième exemple, c'est quelqu'un qui a de la tension. Il ne faut pas qu'il attende d'avoir un gros cœur pour soigner sa tension. Dès qu'on découvre qu'il a une hypertension et qu'on confirme qu'il y a bien une hypertension artérielle, eh bien, il faut soigner correctement l'hypertension artérielle. Donc, le gros cœur se soigne, mais je préfère dire que le gros cœur peut être prévenu. On peut se prévenir, on peut assurer la prévention primaire du gros cœur qui, à ce stade-là, dans le cadre de la maladie, de la pathologie, ce gros cœur est assimilable à l'insuffisance cardiaque, puisque le cœur ne fonctionne pas dans des conditions correctes, satisfaisantes. Et donc, vous pouvez me confirmer que, s'agissant du gros cœur, il y a ce qu'on appelle des prédispositions héréditaires. Précisément, oui, il y a des familles où il y a des gros cœurs, et l'intérêt, c'est de mener, dans ce cas-là, une enquête familiale, et surtout,
chez les sujets les plus jeunes, de les sélectionner et de les faire suivre par des cardiologues. Parce que là, c'est le muscle lui-même qui est malade. Alors que les valves du cœur, dont nous avons parlé tantôt, marchent bien, il n'y a pas eu de rhumatisme, il n'y a pas d'hypertension artérielle, mais le cœur est gros. Le cœur est gros, à un stade donné, il fait ce que j'appelle des bêtises, c'est-à-dire des troubles de rythme avec des palpitations, où il devient défaillant et on est essoufflé, etc. Il ne faut pas attendre cela. Et quand on découvre un gros cœur, on peut poser des questions et demander si dans la famille, il n'y a pas de cas. Et si la personne accepte qu'on examine au moins les enfants, c'est du premier degré, pour détecter la maladie et pouvoir la prendre en charge de façon adéquate. Professeur, est-ce que vous pouvez nous faire l'anatomie du cœur? Bon, ici, ce qu'on appelle le cœur droit, le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Le ventricule droit et l'oreillette droite qui constituent le cœur droit. Alors, puisque nous parlons de gros cœur, mettons que de façon transversale, le ventricule droit est le plus petit et dépasse rarement de diamètre 20 mm. De préférence, il est autour de 15 mm. Ici. Le ventricule gauche, qui est le plus gros et qui fait le plus gros du travail, lui, il est généralement autour de 45-50 mm. Alors, comment fonctionne-t-il? Ici, nous avons les oreillettes, oreillette gauche, oreillette droite. Ça, ce sont les petites poires qui remplissent le ventricule gauche et le ventricule droit. Il y a du sang qui vient par ici. Alors, la petite poire se contracte et remplit le ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle la diastole, c'est-à-dire le remplissage du ventricule. Et cette contraction est simultanée. Le ventricule droit en même temps aussi, l'oreillette droite, pardon, se contracte et envoie du sang dans le ventricule droit. Donc, remplissage pratiquement concomitant du ventricule gauche et du ventricule droit. C'est la diastole cardiaque, c'est-à-dire la période de repos. Après vient maintenant la phase de contraction. Et les oreillettes sont, cette porte est fermée, la valve mitrale, les valves dont je parlais, la valve tricuspide est fermée. Il n'y a plus d'alimentation du ventricule, puisqu'il y a du sang. Et les ventricules se contractent progressivement, mais ça en quelques secondes quand même. Les portes qui sont ici, ça c'est l'aorte. Les portes qui sont ici, l'orifice aortique. Et celle qui est là, l'orifice pulmonaire, s'ouvre de part et d'autre. Au niveau gauche, l'aorte s'ouvre et le sang, le ventricule gauche, en se contractant comme une poire, envoie du sang par l'aorte et l'aorte distribue le sang dans tout l'organisme. Aussi bien à son propre niveau où il y a des artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires, qu'au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau du cerveau. On n'a pas dessiné ici, ainsi de suite. Tous les organes reçoivent du sang rouge, dit du sang oxygéné. Ce sang-là, une fois utilisé, devient sale et il passe dans le système veineux. Il vient ici, par les veines dites les veines caves, et il revient à droite. Il est sale, il est désaturé, il n'a plus assez d'oxygène, et il revient au cœur droit. Au niveau du cœur droit, le ventricule droit étant rempli, la mitrale se ferme, et l'orifice pulmonaire s'ouvre comme l'aorte s'était ouverte. Et le sang, le ventricule droit se contracte et envoie le sang vers les poumons. Les poumons sont les organes émonctoires, c'est-à-dire ceux qui purifient le sang. Au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, il y a des échanges gazeux qui font que l'oxygène est pris dans le sang et le gaz carbonique est rejeté au niveau de l'air des poumons et le sang finit par devenir rouge, ce que nous appelons le sang artérialisé. Et ce sang artérialisé par les poumons, qui sont des purificateurs, revient progressivement par des veines qu'on appelle les veines pulmonaires et reviennent ici au niveau des veines pulmonaires pour alimenter le côté gauche,
qui est le côté du sang rouge, du sang oxygène. Et le cycle continue comme ça. Toute la vie. Oui, oui, toute la vie. Tumta, 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 et c'est symétrique. Tumta pour le cœur gauche, qui alimente l'aorte, qui alimente tout l'organisme en artère, en sang artérialisé, en sang rouge. Tumta également toujours en même temps pour le ventricule droit qui alimente les poumons et les poumons purifient le sang et le renvoient ici au niveau des oreillettes. Ça continue comme ça. Voilà. Donc voilà les dimensions normales. Lorsque il y a dilatation, lorsqu'il y a gros cœur, au sens pathologique, au sens anormal, il y a une dilatation des cavités. Au lieu de 50 mm au maximum, je peux atteindre 70 mm de diamètre. Ça devient plus gros. Alors, 70 mm de diamètre, un tel ventricule ne peut pas se contracter, ne peut pas disposer d'une force contractile suffisante. Lorsqu'il se contracte, ici pour envoyer du sang dans l'aorte, généralement, mettons que ce soit 60 millilitres, c'est souvent un peu plus. Il envoie les 2/3 dans l'aorte, c'est-à-dire 40 millilitres. Et il reste un tiers ici. Alors ça fait 40 sur 60, c'est les 2/3. Alors cette fraction qui est éjectée, c'est ce qu'on appelle la fraction d'éjection. Plus la fraction d'éjection est élevée, plus le cœur est considéré comme très tonique. Donc si j'ai une fraction d'éjection à 66%, ça fait les 2/3, il se contracte normalement. Mais lorsqu'il est dilaté, eh bien, sa force diminuant, la fraction d'éjection diminue. 50%, c'est déjà acceptable. 48%, 45%, 40%, 30%, parfois 25%. La fraction d'éjection du ventricule gauche, en particulier, étant diminuée, ça veut dire que après l'éjection, après la contraction, il reste du sang précédent dans le ventricule gauche. Plus le sang qui vient des oreillettes gauches qui fonctionnent normalement, le ventricule gauche qui déjà n'a pas assez de force, a du sang qui stagne, plus le sang qui lui est envoyé, et comme il n'a pas assez de force, eh bien, il est presque à bout. Et il se contracte doucement, et la quantité de sang qu'il envoie devient limite. Alors qu'à l'état normal, le débit envoyé d'un machin est de à peu près 5 litres par minute en moyenne, mettons 4 à 5 litres, et bien ça va diminuer si se dilate. Ça peut descendre jusqu'à 3 litres par minute. Le reste là. Mais ça, c'est en amont en aval du ventricule gauche. Mais en amont à l'oreillette gauche. L'oreillette gauche continue à recevoir du sang, mais ne peut plus l'envoyer ici, parce que sa pression, il rencontre la résistance au niveau du ventricule gauche, qui est déjà trop plein. Et l'oreillette gauche se dilate. Et les veines pulmonaires se dilatent. Et le sang stagne si nous remontons jusqu'au poumon. Donc, au niveau du poumon, il stagne du sang rouge qui ne peut pas être évacué. C'est pour ça qu'il y a, on tousse, il y a un édème du poumon, il y a un édème, il n'y a pas de circulation. La circulation est assez relativement bloquée et c'est ça le processus. Et le cœur droit, en conséquence également, finit par se dilater et son côté ici, lui, comme la plupart du sang vient des jambes, et les jambes enflent. Ça vient du foie, le foie enfle, le foie devient gros, ainsi de suite, et c'est le stade de l'insuffisance cardiaque globale. Donc, l'insuffisance cardiaque globale veut dire que le cœur s'étant dilaté, il est gros. Mais je répète, les gros cœurs ne sont pas tous en insuffisance cardiaque. Le cœur en insuffisance cardiaque, il est dilaté, il est gros et il n'est pas performant. Sa fraction d'éjection est diminuée. Non plus les 2/3 ou 66%, mais par exemple 30% et parfois 25%. Mais au niveau de 40%, le malade peut être presque asymptomatique et si vous ne l'évaluez pas avec des moyens beaucoup plus appropriés, vous dites ça va, mais en fait le malade est en train de faire une chute progressive vers
un état hémodynamique beaucoup plus grave. Voilà à peu près ce que je peux dire sur ça. Le cœur, d'où il tire cette impulsion électrique? Voilà, Alors, cette ça, impulsion électrique. Ça, c'est une question très importante. Le cœur est un moteur autonome. Il possède sa propre électricité, il possède en même temps sa propre énergie. Au niveau du ventricule droit, il y a une formation qu'on appelle le nœud de Keteflag. Ce nœud-là envoie du courant régulièrement. Par exemple, à 110 par minute. Ce courant parcourt l'oreillette droite et puis vient au niveau du septum et puis envahit tout le cœur. Mais dans sa progression de haut en bas, à ce niveau quelque part, il y a un autre noyau, ce qu'on appelle un nœud de Tavara. Lui, il freine. Il se dit, entre guillemets, que la fréquence qui vient des oreillettes en haut là-bas est trop grande et il réduit ça, par exemple, à 60 par minute. Et donc, c'est lui qui donne la commande comme quoi le cœur normal doit battre à 60, 70 par minute. Et le cœur ne bat pas à 110 par minute, il bat à 60 par minute. Donc, il y a une propre électricité du cœur. Cette électricité naît de façon régulière et c'est au niveau de l'organisme, au niveau c'est compliqué des ions, du calcium, du potassium, du machin, qu'il y a la genèse de ce courant qui se renouvelle de façon cyclique. De façon cyclique, atteignant un certain point, lorsque la charge atteint un certain point, le courant déclenche une action. Donc, ce courant, il est automatique. Ce courant, le cheminement peut être perturbé. Alors là, on a ce qu'on appelle des troubles de rythme. Autrement dit, dans le fonctionnement du cœur, il y a d'abord le courant. Le courant arrive et puis la contraction du ventricule gauche. Pas de contraction sans le courant. Bon, maintenant, la contraction, je crois que votre question a apporté l'énergie du cœur, mais c'est essentiellement les substrats, notamment surtout les substances, les lipides, mais aussi parfois le glucose qui fournissent le carburant au cœur, qui par des mécanismes divers se transforment et finissent par l'adénosine triphosphorique, qui est le carburant du cœur essentiellement. Il y a toutes les adaptations possibles. Donc, le cœur est un organe qui fonctionne de façon automatique. C'est un moteur automatique qui a son système d'allumage, son électricité et sa pompe de fonctionnement. Quand il y a une défaillance au niveau de la production justement de ce courant, qu'est-ce qui se produit? C'est-à-dire que le cœur ne produit plus son électricité. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se peut qu'à un moment donné, effectivement, le courant qui vient ici ne se produit plus. Il y a plusieurs aspects. Hein. Il peut être plus rapide, il peut être plus machin, il peut ne plus se produire. Oui. Bon, s'il ne se produit plus, c'est qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème quelque part dans l'acheminement du courant. Eh bien, l'organisme, le cœur lui-même, dans les différents points, possède des centres d'électricité, des petits centres secondaires, je peux m'exprimer comme ça, et il invente son électricité à lui. Il fait fonctionner son électricité comme vous faites fonctionner votre groupe électrogène lorsque notre SNE par hasard n'a pas pu. Vous faites votre propre groupe. Lui, il invente, mais son rythme est beaucoup plus lent. Ah, il est autour il peut être autour de 40 par minute au lieu de 60, 75. Mais quand même, il se contracte. Oui. Mais il existe pire, c'est que le courant peut être coupé. Ici, la cloison, c'est un muscle. S'il y a eu une lésion, genre infarctus du myocarde, le courant, parce qu'il y a beaucoup de petits nerfs qui passent par ici, le courant est coupé. Donc, il n'y a plus d'harmonie entre
les contractions des oreillettes et les contractions des ventricules. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un bloc cardiaque. Au pire, on peut aboutir à un arrêt cardiaque, mais au mieux, parfois, nous pouvons arriver à un cœur qui bat lentement, un cœur qui dit lent. Alors c'est un bloc cardiaque lent. Mais ce bloc cardiaque lent, dans la plupart du temps, finit par faire des histoires, provoquer des syncopes, parce que le sang, quand il n'y a pas de sang qui passe au niveau du cerveau, vous faites des syncopes. Donc il se complique. Là, c'est dans le cadre du ralentissement. Le courant peut être plus rapide. Ça veut dire que le centre de commande ici, ce que j'appelle souvent aux étudiants, je dis que c'est le commandant suprême, le nœud sinusal, il peut être défaillant, ou les machins intermédiaires sont défaillants, et le foyer de commande est beaucoup plus haut situé et non plus bas situé. Quand c'est bas, le cœur est lent. Quand c'est haut, eh bien, le cœur est rapide et il peut battre à 120, 180, 200 par minute. Et c'est trop. C'est ce qu'on appelle les tachycardies. Alors, c'est ce qu'on appelle les tachycardies. Et puis, il y a d'autres troubles de rythme. Ce sont des phénomènes extrêmement complexes. Donc, il y a des arythmies. Et ce sont ces arythmies qui, pour le malade, c'est d'abord des palpitations dans un premier temps. Sauf les blocs cardiaques qui s'installent de façon brutale et qui provoquent un voile devant les yeux et une syncope. Parfois. Voilà.